Radio One, Foot One, 19h-20h, Florian Porras. Salut à tous et bienvenue pour suivre cette dernière émission de l'année, c'est Foot One, c'est l'émission 100% foot de Radio One et on est ensemble jusqu'à 20h30 pour décrypter l'actualité footballistique mondiale. Aujourd'hui je serai accompagné par Martin. Salut Martin. Salut Florian, salut à tous. Et également Nico qui va bientôt nous rejoindre et Antoine qui va également bientôt nous rejoindre. Aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde de foot féminin, on va faire un récapitulatif de la compétition à la veille de la finale. La finale ce sera dans la nuit de demain à après-demain. L'Angleterre qui avait terminé deuxième derrière la France en phase de poule est arrivée jusqu'aux demi-finales. Alors les Bleus auraient-elles dû terminer deuxième ? On en parlera et puis on pronostiquera le vainqueur de la finale entre les États-Unis et le Japon. On parlera aussi de la Copa América, on fera un résumé de la compétition, quelle équipe vous a surpris, quelle équipe vous a déçu. On pronostiquera aussi le vainqueur de la finale entre le Chili et l'Argentine, ce sera ce soir à 22h. On parlera aussi de Marseille. Est-ce que Marseille va droit au mur ? Après les départs de Payet, Genia Kimbula, Morel et Ayou, Marseille peut-il encore réussir son mercato ? À quelle position du classement termineront les Phocéens en fin de saison ? On en parlera. On fera aussi un point sur le mercato et on abordera quelques sujets en bref. On parlera du fair play financier qui a été retiré pour parier. On parlera aussi de l'équipe de France qui va affronter l'Allemagne en novembre. On parlera aussi de l'Atlético, de Bastia qui a été rétrogradé en Ligue 2. Et tout de suite, c'est la Coupe du Monde de foot féminin. Voilà la Coupe du Monde de foot féminin, donc avec la finale, d'abord la petite finale qui va se jouer ce soir à 22h, ce sera sur W9 et Eurosport également si vous voulez suivre ce match. Le match pour la 3e place entre l'Allemagne et l'Angleterre. L'Allemagne et l'Angleterre qui sont deux équipes qui ont rencontré la France. La France a été éliminée, on le rappelle, face aux Allemandes et a gagné en phase de groupe, il me semble, face à l'Angleterre, 1-0 lors de son premier match. Alors on va faire un récapitulatif de la compétition. Je vais vous rappeler tous les résultats des quarts de finale tout d'abord. Alors les États-Unis ont battu la Chine 1-0. Ils se sont qualifiés pour les demi-finales. Allemagne-France avait fait un partout après prolongation. L'Allemagne a battu la France au tir au but 5-4. L'Allemagne qui a donc rencontré les États-Unis en demi-finale. Et les États-Unis se sont imposés 2-0 grâce à des buts de Lloyd et de O'Hara. Donc les États-Unis sont en finale. Et puis les deux autres quarts de finale, c'était Australie-Japon. Le Japon a gagné 1-0 grâce à un but d'Iwabuchi à la 87e minute. Le Japon qualifié donc pour les demi. Et Angleterre-Canada. L'Angleterre, à la surprise générale, c'était une surprise, a battu le Canada à domicile grâce à des buts de Tyler et Bronze contre un but de Sinclair. L'Angleterre qui s'impose donc 2-1 et qui a rencontré le Japon en demi-finale, un match assez étrange. Les buts sont assez... c'est peu commun puisque le Japon a ouvert le score par Miyama à la 32e minute. C'était un penalty sur une faute qui a eu lieu en dehors de la surface. Donc, il y aurait dû avoir un coup franc. L'Angleterre a égalisé par Williams à la 40e minute sur un penalty inexistant également. Donc un partout à la mi-temps, et puis c'est un but contre son camp de Bassett, qui a d'ailleurs touché la barre avant de rentrer dans le but, qui est venu qualifier le Japon pour la finale face aux États-Unis. États-Unis-Japon, je le rappelle, ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, à suivre sur W9 et Eurosport. Voilà, alors déjà Martin, je vais te poser la question, est-ce que c'est une Coupe du Monde réussie pour l'équipe de France, numéro 3 au classement FIFA ? Réussie, c'est dur à dire parce que voilà, il y a quand même encore une fois ce match face à l'Allemagne et ces Allemandes qui nous hantent. Après, les matchs de poule ont été plus que joué, donc non, il y a pas mal de bonnes choses à retirer de cette Coupe du Monde. Après, voilà, tout le monde voyait peut-être les Bleus en finale. Faut pas oublier qu'on a quand même d'autres équipes, on a l'Angleterre, on a le Japon et puis les États-Unis qui sont quand même également là. Ouais, l'équipe de France qui est 3e, je le rappelle au classement FIFA, elles ont quand même perdu face au numéro 1 mondial, les Allemandes. Ce sera les Allemandes qui ont d'ailleurs perdu face aux États-Unis, numéro 2
au classement FIFA. Tiens, Nicolas qui vient de nous rejoindre. Salut Nicolas. Salut à tous. Alors Nicolas, est-ce que pour toi, déjà, donc c'est une Coupe du Monde moyennement réussie pour les Bleus, on l'a dit. Est-ce que tu penses que si les Bleus avaient terminé à la place de l'Angleterre, c'est-à-dire deuxième de leur groupe, elles auraient été jusqu'au demi, voire même jusqu'en finale? Parce que je rappelle l'Angleterre qui a battu en quart de finale le Canada, et en demi, elle a perdu face au Japon. Est-ce que tu penses que la France aurait battu le Canada et le Japon et se serait hissée jusqu'en finale si elle avait terminé deuxième de son groupe, c'est-à-dire à la place de l'Angleterre? Alors ça on peut pas dire. Il y a un contexte. Il y a un contexte à la fois global et à la fois il y a un contexte de match suivant les événements de match qui se passent. On ne sait pas. Regarde, face à la Colombie, il y avait un contexte. Le contexte était totalement opposé entre le contexte global des Colombiennes qui étaient soi-disant beaucoup moins fortes et le contexte du match, le contexte psychologique aussi, puisque Louise Stib a pété un plomb à un moment. Voilà. Donc on peut pas prévoir des choses. Voilà, le contexte est très important, contexte global, mais aussi contexte en match. Je peux pas te répondre pour ça. L'équipe de France qui avait terminé à la première place du groupe à égalité avec l'Angleterre, puisque les deux équipes avaient eu 6 points, mais l'Angleterre avait une différence de but plus faible que la France, une différence de but de plus 1 et contre plus 4 pour la France. Donc voilà, c'est sûr. Après, avec Dessy, on refait le monde, donc on va rien dire, mais l'Angleterre qui a donc créé la surprise en éliminant le Canada en quart de finale, mais après elle a été battue par le Japon, un match bizarre où il y a eu 2 penalties et un but contre son camp. Voilà. Au classement, la France a terminé 5e de cette Coupe du Monde, 5e, ce qui est pas mal, mais elle est quand même numéro 3 au classement FIFA, donc bon. Certains diront qu'elle a réussi sa Coupe du Monde, certains diront que non. Allez, on va dire qu'elle a fait le job. Oui. J'ai pas entendu, Martin. Elle a fait le job, voilà, elle a fait ce qui. Ouais. Mais on attendait peut-être un petit peu plus. Ouais. Mais bon, voilà, donc la France qui a été sortie en quart de finale par l'Allemagne. On va parier, tiens, sur le vainqueur de la compétition. Alors Martin, toi, tu vas nous dire les États-Unis comme la semaine dernière. Qu'est-ce que tu nous avais dit, toi, Nicolas? Est-ce que tu penses que le Japon, qui est numéro 4 mondial, il me semble, au classement FIFA, est-ce que tu penses que le Japon peut battre les États-Unis ou ça semble totalement impossible? Je n'ai pas vu jouer le Japon, mais les États-Unis, ça ressemble plus à un jeu qu'on pratique aujourd'hui chez les mecs que les Allemandes. En tout cas, les Allemandes, c'est plutôt années 90 le jeu. Il faut voir comment joue le Japon, mais États-Unis, bon allez, je vais dire États-Unis, allez, même si j'ai pas vu jouer le Japon. Là, alors le Japon, le parcours du Japon en 8e, elles ont battu les Pays-Bas, tiens. Là, c'est ton équipe de Ouais, non, mais les Pays-Bas, elles commencent à arriver, les Néerlandaises, mais elles sont pas encore aussi bonnes que les mecs. Elles ont terminé 3e de leur groupe derrière la Chine et le Canada, et au classement FIFA, elles sont 11e. Donc c'est vrai qu'elles commencent à arriver. Ensuite, en quart de finale, le Japon a battu l'Australien 2-0, et puis donc en demi, l'Angleterre 2-1. Voilà, donc on verra. Je rappelle, la nuit prochaine, ce sera la finale entre les États-Unis et le Japon à 1h du matin. Le Japon tenante du titre, donc pourquoi pas recréer la surprise en s'imposant face aux États-Unis. Voilà pour cette page Coupe du Monde. Et alors, un mot également, parce que oui. je sais pas si vous vous souvenez de Paul Le Poulpe, Coupe du Monde 2010. Et ben cette fois-ci, c'était un perroquet qui a parié sur toutes les phases finales là, de cette Coupe du Monde, et à chaque fois il a eu raison. Et pour le match de demain soir, et bien c'est le Japon qui s'imposerait. Et c'est un quoi? Un perroquet. Ça, eh bien, on verra s'il a raison ou pas. Mais les États-Unis seront favoris. Tiens, je vais jeter un coup d'œil aux cotes très rapidement. Et puis après, on abordera la Copa América. Donc, voilà pour cette Coupe du Monde. Avec la pire équipe de cette Coupe du Monde,
Selon vous, quelle est la pire équipe? Tiens, est-ce que vous avez une petite idée? La Côte d'Ivoire, ils sont pris 10-0, non? Ouais, par l'Allemagne. Côte d'Ivoire, ouais. Eh bien, on va regarder ça. Alors, Ouais, c'était la Ils ont Côte pris d'Ivoire. 10-0 là par l'Allemagne. eh non, ce n'est pas la pire équipe. Ah, C'est ouais, l'avant-dernière équipe, mais ce n'est pas la pire. Alors, la pire, c'est une équipe sud-américaine. oui, c'est quoi? Eh bien, c'est l'Équateur. L'Équateur, pire équipe de la compétition. Alors, je vais jeter un coup d'œil à leurs résultats. Ils ont été battus, ils ont terminé avec 0 points. Ils ont été battus 6-0, puis 10-1, puis Oh, putain. 1-0. Pas mal. Ils ont donc pris 17 buts et un seul but marqué pour l'honneur. C'est triste. Alors, les cotes, tiens, si vous aimez parier entre les États-Unis et le Japon, eh bien, je n'ai pas les cotes pour l'instant. Elles n'ont pas encore été dévoilées. Tout va bien. Eh bien, on va parler à présent de la Copa América. Martin, est-ce qu'on a un petit jingle? Non, malheureusement, non. Eh bien, on va aborder directement Avançons. le sujet. La Copa América, on va faire un petit résumé de la compétition. Alors, la finale, ce sera à 22h entre le Chili et l'Uruguay. Alors, tout d'abord, messieurs, selon vous, qui va gagner la finale de cette Copa América 2015? Le pays hôte, le Chili, ou l'Argentine, qui sera tout de même favori? Nicolas, selon toi, lequel de ces deux pays va remporter la Copa América? Ouais, d'après ce que j'ai compris, l'Argentine, donc ils se sont un peu baladés, mais l'Argentine, ils n'ont pas joué d'équipe type Chili, ce qui veut dire l'équipe qui presse vraiment haut, vraiment très haut, tout ça, une équipe qui fait chier un peu tout le monde. Ils n'ont pas eu ce genre d'équipe en phase 2. Donc tout dépend, voilà, tout dépend de ce qui, voilà, ça dépend. Mais je vais mettre quand même Argentine parce que intrinsèquement, mais ça va rien dire. Alors, moi, j'espère, honnêtement, comme j'aime bien Lionel Messi, j'espère que l'Argentine va gagner Oui. ce soir pour Oui. que ce soit la première fois que Lionel Messi gagne la compétition. Les cotes, si vous aimez parier, alors tout d'abord, la cote du Chili est à 3,20 et celle de l'Argentine est à 2,25. Donc, l'Argentine qui est favorite. Et pour le match nul, c'est 3,30. Donc, la meilleure cote, c'est le match nul. Alors, la petite finale qui a eu lieu cette nuit, c'était à 1h30 du matin. C'était entre le Pérou qui avait perdu face au Chili, et c'était entre le Pérou et le Paraguay qui avait été éliminé 6-1 par l'Argentine. Le Pérou s'impose 2-0 grâce à des buts de Carrillo et de Guerrero. Et donc, le troisième de cette compétition, c'est une... Pérou, j'ai bien aimé là, quand ils ont battu la Bolivie là. J'aimais bien Pérou, ce qu'ils faisaient. C'est une belle surprise, hein, le Pérou, Ouais. troisième. Ils ont terminé en groupe devant la Colombie quand même. Et après, en quart, ils ont battu donc, la Bolivie, comme tu le dis. Donc, face au Paraguay, le Paraguay qui avait éliminé le Brésil. Alors, vraiment grosse déception pour le Brésil. Après la Coupe du Monde 2014, ils pensaient peut-être se réveiller un petit peu avec cette Copa América et non éliminé dès les quarts de finale par le Paraguay qui avait terminé d'ailleurs deuxième de son groupe quand même, mais devant l'Uruguay tout de même. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Le Brésil, est-ce que c'est devenu une équipe banale? Est-ce que le Brésil est trop dépendant de Neymar? Martin, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Ah oui, totalement. Le Brésil, c'est vraiment devenu une équipe banale et puis qui est trop ambitieuse, qui aujourd'hui se repose trop sur des têtes d'affiche comme Neymar, alors qu'en réalité, voilà, c'est une équipe moyenne d'Amérique du Sud. L'Argentine a beaucoup plus de talent. Ouais, l'Argentine qui a battu le Paraguay 6-1 alors que le Brésil avait été battu par ce Paraguay. Mais quand on regarde, c'est vrai que l'effectif du Brésil fait quand même rêver. On a des stars à chaque poste. Le Paraguay, on n'avait pas grand monde. Enfin, je veux dire, c'est loin d'être les mêmes stars que les joueurs du Brésil. Ouais, mais c'est aussi ça, justement, je pense, justement, les Brésiliens, les joueurs brésiliens qui se disent on est les meilleurs, etc. Et je pense que mentalement, voilà, ils croient trop en eux, sans regarder autour, justement. Quand je regarde la compo du Brésil face au Paraguay, on avait Daniel Alves, on avait Thiago Silva, on avait Miranda, Felipe Luis pour la compo face au Paraguay, on avait Fernandinho, le joueur de Manchester City, Willian, Philippe Coutinho, Roberto Firmino. Même sans Neymar, le Brésil était censé être largement supérieur au Paraguay et ce n'a pas été le cas. Est-ce que le Brésil, c'est devenu une équipe banale selon toi, Nicolas?
Déjà, il leur manque un 9 là déjà, parce que Firmino à la base ce n'est pas un 9, hein, il joue milieu offensif déjà, Ouais. ce n'est pas un 9. Je sais qu'il regarde pas mal les compètes de jeunes, notamment les moins de 20 ans, c'est ça qu'on fait finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et qui ont perdu, ouais. Hein? Et qui ont perdu, ouais. Ouais. Ouais, face à la Serbie. Donc, quand tu commences à regarder tes équipes de jeunes, là, des moins de 19, les moins de 20, les moins de 21, là, ça prouve que déjà, tu vas pas très bien. Après, est-ce que c'est devenu une équipe banale? Non, parce que l'histoire fait que ce n'est pas une équipe banale, tout simplement. Ouais, bah, Ouais, mais peut-être que c'était pas une équipe banale il y a 5-6 ans, mais ça l'est devenu aujourd'hui. Ouais, mais bon, même quand tu regardes le maillot, il y a 5 étoiles, voilà, il y a ça. Tout de suite, ça te dit que même si tu connais, si tu affrontes quelqu'un qui ne connaît rien au foot, qui connaît pas l'histoire du Brésil, tout ça, voilà, c'est 5 vrai que le étoiles. Brésil, c'est le pays du football, hein, le Brésil, mais Voilà. là, en ce moment, 2014, bon, ils ont Non, mais ce n'est pas leur une match. équipe banale, l'histoire avant tout. Bon, eh bien, on verra ce que ça donnera à la prochaine grande compétition pour le Brésil, qui sera la Coupe du Monde 2018. On verra. En tout ce cas, qu'ils moi, il y a feront. quand même une équipe qui m'a plutôt impressionné. C'est quand même le Chili, hein, qui joue beaucoup mieux de match en match. Les Chiliens qui sont emmenés par Vidal, par Sanchez, et ils se sont jamais laissés impressionner. Alors bien sûr, ils étaient portés par leur public, et c'est vrai que moi, je serais déçu qu'elle gagne pas cette Copa, rien que pour l'envie qu'ont eu les joueurs et ces joueurs qui étaient poussés par leur public. Bah, le Chili qui ont fait une très bonne Coupe du Monde, hein. Ils n'ont pas été loin du tout d'éliminer le Brésil en huitième. Je me rappelle cette transversale. Bah, ils avaient été éliminés au tir au but. Et le Chili, dans les derniers instants de la prolongation, avait tiré sur la barre transversale. Et là, ouais, c'était à ce moment-là qu'on s'était dit qu'il y avait peut-être quelque chose de pas rassurant côté brésilien. Et bien, ça a été confirmé en demi-finale face à l'Allemagne. Oui, puis le Chili avec la séance de tir au but qui a suivi, il me semble que Pignac avait mis la barre, il rate son penalty, mais tu le sais déjà à l'avance qu'il va rater son penalty parce que tu sais qu'il y a l'effet psychologique dedans. Et en plus, après, il s'est fait tatouer même à 2 cm du bonheur ou je sais pas quoi. Il s'est fait tatouer ça dans le dos. Voilà. Ouais, il s'est fait tatouer ça dans le dos. Et ouais, ben c'est vrai que c'est pas passé à très grand chose. Est-ce que vous pensez que si Neymar n'avait pas été expulsé face au Chili, le Brésil aujourd'hui n'aurait pas perdu en quart de finale? Est-ce que le Brésil est trop dépendant de Neymar? Il l'est, mais à ce point-là, je pense pas. Parce que les deux dernières compétitions du Brésil, quand le Brésil a joué sans Neymar, le Brésil a perdu. Donc, bon, c'est peut-être un peu inquiétant de voir que tout repose sur Neymar. Je sais pas, faut voir ce qu'il donne là, ce Douglas Costa, il paraît qu'il est génial, donc on va voir. Qui a signé d'ailleurs au Bayern cette semaine, Douglas Costa. 30 millions. 30 millions d'euros, on reviendra dessus lors du point mercato. Donc la finale, ce sera ce soir à 22h, Chili-Argentine. On attendait, le Paraguay qui termine 4e de la compétition, hein, qui a été battu en plus par le Pérou. Comme quoi le Brésil, quand on se demande si c'est une équipe banale, on pourrait dire ça. On pourrait dire que le Brésil a perdu face au Paraguay, alors que le Paraguay a été battu par le Pérou et puis par l'Argentine 6-1. Hein, donc on pourrait se dire ça. Voilà pour cette page Copa América. Donc voilà, Chili-Argentine, ce sera ce soir à 22h sur Beansport 1. On va passer tout de même au quiz, même si vous n'êtes que deux, puisqu'Antoine nous a malheureusement dit qu'il ne pourrait pas venir. On va passer au quiz. Je vais vous poser des questions entre vous deux. On va voir lequel a le mieux suivi l'année 2014, et puis l'année 2014 et l'année 2015 aussi, puisque le thème de ce quiz, ce sera ça. Ce sera le foot ces 2 dernières saisons. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un quiz, messieurs Martin et Nicolas? Oui. Ouais. Eh bien, on va voir lequel des deux gagnera le quiz. Alors, le premier thème, alors il y aura 3 thèmes. Le premier thème, c'est le mercato d'été 2014, c'est-à-dire le mercato d'il y a 1 an. Oula. Attention, c'est parti. Pour quel montant? Vous allez me donner un montant chacun et on va voir le plus proche.
Pour quel montant en millions d'euros le club de Manchester United a-t-il acheté Luke Shaw à Southampton? Martin. On va dire 6. Nicolas. 30 millions. 30. Oui. Eh Luke bien, Shaw, l'arrière-gauche de Southampton. ouais. 30 millions, ouais. Bah oui, Nicolas, tu as raison. Martin est beaucoup trop loin puisque Luke Shaw a été acheté 37 millions à Southampton par Manchester United. Un transfert vraiment cher. Ouais. Balotelli a quitté le Milan AC il y a un an pour rejoindre Liverpool. Combien Liverpool a-t-il dépensé pour acheter Balotelli au Milan AC? 20 millions, je pense. Nicolas. 20 millions aussi. Eh bien, bonne réponse tous les deux. 20 millions. Balotelli, qui n'est même pas titulaire, ne joue jamais. On parle de lui, il pourrait rejoindre la Sampdoria de Gênes. Mario Balotelli. Parce qu'à Liverpool, c'est pas un grand succès. Ça va permettre une opération financière, c'est bien. Et oui, bah, à mon avis, il va être acheté même pas 15 millions. Ah ouais, mais c'est... Ouais. Quel club Ouais. Non, vas-y, Nicolas, t'allais dire quelque Non, chose. j'ai lu aujourd'hui que Liverpool, ils étaient sur un mec qu'ils étaient prêts encore à balancer 25, 30 ou 40, je suis plus sur qui encore. C'est pour ça, On parlera dans la tout à l'heure. série, les joueurs très... Voilà. Quel club a quitté Marcos Rojo pour rejoindre Manchester United? Et là, c'est une question de rapidité. C'est un club au Portugal. Et oui, Rio Ave. non, Braga. non, Je sais pas moi, Guimarães. Martin, selon toi, une équipe portugaise. Le Sporting, non? Eh bien, bonne réponse, Martin. Eh bien, voilà, il a quitté le Sporting Portugal pour rejoindre donc Manchester. Alors, là, je pense que vous savez, je ne sais pas, mais je pense. Alors, c'est une question de rapidité. Pour quel club Memo Ochoa a-t-il quitté Ajaccio? Malaga. Bonne réponse, Nicolas. Malaga, 3-2 pour Nicolas pour l'instant. Dans quel club brésilien jouait Doria avant de signer à Marseille? Sao Paulo. Non. Botafogo. Bonne réponse, Martin. 3 partout, c'est un cuisse serré. C'est pas mal. Question. Où signe le défenseur argentin Ezequiel Garay en provenance du Benfica? Zénith. Bonne réponse, Nicolas. 4-3 pour Nicolas. Et question. Pour lequel de ces 3 joueurs, vous allez me donner chacun votre avis, pour lequel de ces 3 joueurs le Barça a-t-il le plus dépensé lors du Mercato 2014? Est-ce que c'est pour l'achat de Rakitic, de Jérémy Mathieu ou de Marc-André Ter Stegen? Rakitic. Ouais, moi je dirais Rakitic aussi. Mauvaise réponse, il s'agit Ter Stegen. de Jérémy Mathieu qui a été acheté 20 millions au Barça. Rakitic a été acheté 18 millions et Ter Stegen 12 millions. Ah ouais. Dans quel club jouait Dejan Lovren avant de s'engager avec les Reds de Liverpool? Southampton. Bonne réponse, Nicolas. Son transfert a coûté 30 millions d'euros. Montant cher, hein, quand même. Et puis, dernière question de cette page, de ce thème Mercato. De quel continent viennent les 3 joueurs achetés les plus chers lors de ce Mercato? Amérique du Sud. Bonne réponse, Martin, il a été un petit peu plus rapide. Ils viennent tous les 3 d'Amérique du Sud. Alors, on a Suarez, 81 millions d'euros de Liverpool au Barça. James Rodriguez, 80 millions d'euros de Monaco au Real. Et puis Angel Di Maria, du Real à Manchester. 5-4 à l'issue de ce thème Mercato d'été. C'est très serré entre Martin et Nicolas. On va à présent passer à la Coupe du Monde 2014. Évidemment, comment ne pas l'aborder? Mais est-ce que vous l'avez vraiment bien suivi? On va voir cela. Est-ce qu'on s'en souvient? Et oui, première question. Il y a un an, jour pour jour, quelle équipe était éliminée par l'Allemagne? Le Brésil. Non. Non, La l'Algérie. France. Bonne réponse, Nicolas. La France. Il y a un an, le match ouais. était en cours. C'était vendredi 4 juillet. Ouais. On était aux alentours de la 75e minute. Voilà, on commençait à se dire que c'était fini. Et oui, c'est bien triste. La France était éliminée. 1-0.
Donc Nicolas, voilà, un point pour Nicolas. Deuxième question, combien de cartons rouges ont été donnés lors de la Coupe du Monde 2014? Vous allez chacun me donner un chiffre et le plus proche aura un bâton. 4. Nicolas. J'allais dire la même chose. Ouais, 4 aussi, ouais. Eh bien, c'était 10. Donc, 10 cartons rouges, ouais, ouais, 10 cartons rouges lors de cette Coupe du Monde. Combien de buts ont été inscrits? Martin. C'était 97, non? Non, c'est beaucoup plus. Nicolas. Non, c'est beaucoup. Moi, je vais dire 96. Eh bien non, 171 buts ont été inscrits lors de cette Coupe du Monde. Vous étiez bien loin tous les deux. Et Martin, qui est le plus proche, à un but près. Comment s'appelait la mascotte de la Coupe du Monde? Ah World Cup Willy. Non, ça c'était. Ça c'était il y a longtemps. Non, c'était Fuelco. Presque. Fueleco. Bon, je l'accepte. Fuelco, la mascotte de cette Coupe du Monde, c'était un tatou. Vous vous en souvenez? Peut-être. C'est une question d'accent. Qui était l'arbitre de la finale de la Coupe du Monde? Un Italien, Rizzoli. Bonne réponse, Nicolas. Nicolas Rizzoli, qui dirigeait sa première finale de Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine. Sixième question. Quelle équipe a terminé dernière de la Coupe du Monde au classement de toutes les équipes avec 0 Cameroun. points? Pardon? Cameroun. Bonne réponse, Nicolas. 0 points et une différence de -8. Le Cameroun, pire équipe de cette Coupe du Monde. Septième question, elle concerne le match entre le Brésil et le Chili. Quel joueur chilien a loupé son tir au but lors de la dernière séance et a permis au Brésil de se qualifier pour les quarts de finale? Pinilla. Non. Sanchez. Non, c'est un joueur dont on a parlé ces derniers Ouais. Ouais, Ah, bonne réponse, c'est ça, Nicolas. c'est ça. C'est Gonzalo Diarra qui a loupé son tir au but lors de... Et il a tiré sur le poteau gauche de Julio César et il a permis ainsi au Brésil d'aller en quart de la compétition face à la Colombie. Question, c'est la 8e de cette manche. Quel joueur a marqué face à la Suisse et a permis à l'Argentine de se qualifier pour les quarts de finale? Di Maria. Bonne réponse, Nicolas. Angel Di Maria, sur une passe décisive de Lionel Messi, a permis à l'Argentine d'aller en quart de finale. 9e question, alors là, écoutez bien. Mats Hummels, on le sait, a crucifié la France en marquant de la tête suite à un coup franc de Tony Kroos. C'était il y a 1 an. Quel joueur français avait fait faute et provoqué le coup franc fatal? Debuchy. Non. Pogba. Bonne réponse, Martin, c'est Paul Pogba. C'est pas lui. C'est Paul Pogba qui indirectement a provoqué cette défaite, malheureusement. Car sans ce coup franc, la France aurait peut-être se serait peut-être qualifiée, malheureusement. Eh bien, c'est bien triste. Il reste 2 questions dans cette manche. Avant la Coupe du Monde, vous allez me donner un rang. Quel était le rang de la France au classement FIFA? 28. Pardon, Martin. 28. Nicolas. 22. Nicolas, le plus proche, puisque la France était classée 17e au classement FIFA. C'est fou comme on sous-estime. Hein. La France qui était même juste derrière l'Ukraine. Ah, ouais. Je ne sais plus. Et puis dernière question, Götze a marqué l'unique but de la finale. Qui était son passeur décisif? Sur le. Bonne réponse, Nicolas. Je savais que là tu serais le plus rapide. Nicolas, notre spécialiste allemand, toujours au taquet, évidemment. Faites-moi sur un France-Allemagne, sur un France-Angleterre. Bon allez, la dernière manche, alors elle concerne, il y aura de la Bundesliga également un petit peu, puisque ce sont les grands championnats la saison dernière, donc cette saison, là, celle qui s'est finie cette année. Alors, question, en première ligue, quelle équipe a terminé 5e derrière Chelsea, Manchester Liverpool. City, Arsenal et Manchester United? Liverpool. Non. Southampton. Non. Bah, West Ham. Everton. Non. non, Tottenham. Bonne réponse, Martin. Tottenham bah oui. a terminé 5e et Liverpool 6e, puisque Liverpool, la dernière journée, s'était fait battre, il me semble, hein, par Oui. Stoke, si je me trompe pas. Oui, c'était le cauchemar. Ouais. Quelle équipe a terminé dernière du championnat anglais? Leicester. Non. Non, c'est QP. Non, Burnley. non, QPR.
Bonne réponse, Martin. Ah oui. Les Queens Park Rangers qui terminent dernier avec leur attaquant qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat, Charlie Austin. Ah oui, qui a signé à Liverpool. Voilà, Charlie Austin d'ailleurs, je l'ai pas noté dans le mercato, mais le QPR qui a reçu une offre de Leicester pour Charlie Austin, mais l'offre a été refusée. Tu m'étonnes. QPR qui descend donc en Championship. En Liga et à 2 près, combien de buts a inscrit Antoine Griezmann? Enfin, j'avais mis à 2 près parce que c'était censé être les tirs au but, mais nous ne sommes pas assez. Malheureusement, vous allez me donner un nombre tous les deux. Combien de buts a inscrit Griezmann? 21. 22. Nicolas. Eh bien oui, Nicolas, bonne réponse. 22 buts inscrits par Antoine Griezmann qui termine 3e co-meilleur buteur avec Neymar de Liga. Juste derrière, évidemment, Ronaldo et Messi. Ce qui est pas mal pour sa première saison avec l'Atlético. Derrière Claudio Bravo, en Liga, quel gardien a encaissé le moins de buts? Zamora, non? Non. Valdés? Non. Valdés. Non, c'est vrai. C'était pas loin, Martin. Il faut rajouter une lettre et mettre dans le désordre. Alors là. Il a le même nom qu'un défenseur du Barça. Un banc. Et oui. C'est vrai. Eh bien, je vous On dis est- la réponse. Il s'agissait de Diego Alves, le gardien de Valence. Ah ouais, c'est salaud ça. Diego Ah oui, Alves, je me doutais que c'était soit Valence, soit Séville, mais je savais pas comment il s'appelait, les gars. il a encaissé 29 buts et Claudio Bravo 10 de moins. Il a inscrit 19 buts, Claudio Bravo. Question à présent, championnat italien. On part en Italie, en Serie A. Lequel de ces joueurs a inscrit le moins de buts cette saison? Est-ce que c'est Mauro Icardi, Gonzalo Higuain ou Carlos Tevez? Nicolas, qu'en penses-tu? Icardi. Le moins de buts? Ouais, non, le deuxième. Gonzalo Higuain. Ouais, Gonzalo Higuain. Bonne réponse, Martin. Higuain a inscrit 18 buts. Là, c'était du Tevez hasard. 20 et Mauro Icardi a terminé meilleur buteur du championnat avec 22 buts inscrits. Ah ouais, je pense que c'était Tevez. Tevez, non, il a terminé deuxième. Question à présent, file au Portugal. Lors du championnat portugais, quelle équipe a terminé meilleure défense de la saison avec seulement 13 buts encaissés? Porto. Est-ce que c'est le Benfica, est-ce que c'est le Benfica, Porto ou le Sporting? Martin Le Sporting. et Nicolas. Benfica. Bonne réponse, Nicolas. Le Benfica Lisbonne, 13 buts encaissés seulement, qui a pourtant terminé deuxième du championnat, derrière Porto et devant le Sporting Portugal. Quel joueur a terminé meilleur passeur de la saison de Ligue 1? Payet. Bonne réponse, Dimitri Payet avec 16 passes décisives à son actif. Et quel Brésilien a inscrit un quintuplé avec Nice face à Guingamp? Carlos Eduardo. Bonne réponse, c'était lors de la victoire 7-2 du carton de Nice face à Guingamp. On continue sur la Ligue 1. Face à quelle équipe Paris a-t-il joué lors de l'affluence la plus forte de l'année? Lorient. C'était au Stade de France. Alors Lens. Bonne réponse, Martin. C'était Lens. On a eu plus de 70 000 spectateurs pour la meilleure affluence de l'année. Si on enlève le Stade de France, toutes les meilleures affluences vont au Vélodrome. Ah bah c'était... Ouais, je me souviens, c'était Paris-Lens parce que tu l'avais commenté, Florian. Exact. Non, ce n'est pas ça que j'avais commenté ici. Si, dans le grand direct, il me semble. Enfin bon. Mais c'était déjà... Mais non, c'était... Bon, bref, je m'en souviens plus, c'est pas grave. Il me C'était semble. un vendredi soir, Paris-Lens. Alors non. On passe toujours à la Ligue 1. Combien de buts ont été inscrits lors de la journée la moins prolifique du championnat? Alors 10, 13 ou 16? Ah. Martin. 13. Moi, je dis Nicolas. 10. Eh bien, Nicolas, bonne réponse. 10 buts seulement, soit 1 par match, ce qui est vraiment très peu. Ouais, mais on avait battu le record une fois, on avait fait 8 buts. Une journée, on avait fait 8 buts. C'est pas mal ça. Mais en tout cas, cette saison, le record du moins de buts inscrits, c'est 10 buts. Ouais. On est loin d'être le championnat le plus prolifique. Et puis, 2 questions Bundesliga. Martin, là, si tu arrives à arracher les 2 derniers points face à Nicolas, Martin, tu auras mon respect. Qui fut le meilleur passeur décisif de Bundesliga? Eh bien voilà, attention.
Je dois piéger Nicolas. Faut que je trouve une question difficile. Mais celle-ci, à mon avis, quelle équipe a terminé 3ème de Bundesliga? Mönchengladbach. Eh bien, bonne réponse. Bon, j'ai pas trouvé de questions assez difficiles pour la Bundesliga. Je vais taper sur Google Bundesliga et je vais essayer de trouver une question très difficile pour Nicolas. Martin, tu m'autorises? En quelle année date la première ligue de Bundesliga? 1963. Alors là, est-ce que c'est ça? C'est contestable. Est-ce que c'est ça? C'est Création de la Bundesliga, c'est 1963. Ouais, et le championnat d'Allemagne, c'est 1903. Ouais, c'est ça. Oh, 1963. Mais le championnat d'Allemagne tout court. Ah oui, oula. Ouais, je sais pas, ça doit être dans les années 30. Eh non, 1903, Nicolas. Tu es En plus, vraiment je nul. l'ai dit tout à l'heure. Rien à la Bundesliga. Et qui fut le vainqueur de la saison 1963-1964? Ça doit être quoi? J'hésite à dire Dortmund, mais je suis pas sûr. Non, Allez, je dirais plutôt un Brême. Brême Non, ou Stuttgart, je sais pas. Non, Brême c'était l'année d'après. Non, c'était Cologne. Cologne, Oui, Cologne marchait bien à cette époque-là. Ouais. J'ai une Premier petite vainqueur. question, Nicolas. La saison dernière, le Ouais. Bayern a été à la première place quasiment durant toute la saison. Lors des 4 premières journées, c'est une équipe qui a été première et à la suite de la 4e journée, c'en était une autre. Selon toi, lors des 4 premières journées, quelle équipe était première du championnat? C'était la même Ouais, c'était la même lors cette année-là? Ouais, la saison dernière. Paderborn. Non, c'était Leverkusen. Et Paderborn a été leader une journée. Paderborn qui malheureusement est descendu qui est redescendu dernier, ouais. en 2e division. Les 3 relégués en 2e division, Hambourg, Fribourg, Paderborn. Non, Hambourg, ils sont Non, pas Hambourg, relégués. ils ont gagné au barrage. Ah bah eux, s'ils descendent, c'est la fin du foot. Hein. On démonte l'horloge. Il y a l'horloge qui fonctionne depuis qu'ils sont en Bundesliga, depuis 1963. C'est la seule équipe qui n'est jamais descendue. C'est vrai. Comme en France d'ailleurs, quelle est l'équipe qui a passé le plus de saisons en Ligue 1? Est-ce que vous le savez? Sochaux ou PSG? Ouais, Sochaux. Bonne réponse, Nicolas. Bien, Nicolas, décidément. Bon, on va passer à présent. Voilà, fin du quiz qui est remporté par Nicolas. 17 à 11. Bravo, Nicolas. Merci, la chasse d'eau. Et j'applaudis. Ouais, c'était pas le meilleur effet que j'ai trouvé. Ah, Hein. ceci c'était mieux que la chaîne. Ah là, c'est mieux là. C'est beau, c'est beau. Voilà. Bravo Bon, Nicolas. on va à présent parler de Marseille. Alors, l'OM va-t-il droit au mur? On a. Alors. Voilà, on va parler de l'OM. Est-ce que Marseille va droit au mur? Alors, je rappelle tous les départs à Marseille depuis le début du mercato. Dimitri Payet qui a filé à West Ham, Gignac qui est parti à Monterrey, Imbula qui est parti à Porto, Morel qui est parti à Lyon et Ayou qui est parti à Swansea. Les arrivées pour Marseille, on a 5 arrivées au total depuis le début du mercato, 5 départs, mais 5 arrivées, mais les joueurs qui sont arrivés sont quand même moins bons que ceux qui sont partis. Alors, les arrivées à Marseille, 5 arrivées. On a tout d'abord Bounassar, en provenance de Metz. Lucas Ocampos, qui était prêté à l'OM la saison dernière. Il a signé finalement, il est resté. Johan Pelé, en provenance de Sochaux. Georges Kevin Nkoudou, en provenance de Lens. Et Karim Rekik, en provenance de Manchester City. Il était prêté au PSV Eindhoven la saison dernière. Je le connais un peu le Rekik, mais Rekik, c'est pour ça que garder Nkoulou ce serait bien, mais bon, le mieux c'est de vendre Nkoulou et de trouver un défenseur expérimenté parce que Rekik avec un autre jeune ça fera pas. Et justement au PSV s'il était bon c'est parce qu'il avait un autre gars plus expérimenté à côté de lui. Alors est-ce que Marseille peut réussir ce mercato? Est-ce que Marseille peut encore réussir ce marché des transferts selon vous? Parce que là, tous les cadres pratiquement sont partis. Imbula, Gignac, Payet, Ayou, ils sont tous partis. Est-ce que vous pensez que Marseille peut encore réussir ce mercato, Martin? Il reste Qu'est-ce que tu en penses? Thauvin qui peut devenir le pilier de l'équipe. Après, moi, je pense que le problème, il vient aussi de Marcelo Bielsa, c'est-à-dire que
ses qualités d'entraîneur, elles sont là. Mais voilà, le problème c'est que il est là. Le mystère Bielsa titrait l'équipe mercredi, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il va rester, mais c'est pas dit officiellement. Et c'est vrai que c'est pas top de la part de l'entraîneur, du coach, justement de jouer à ce petit jeu-là du chat et de la souris, parce que voilà, le mercato il est bientôt, enfin il se termine dans un bon mois. La Ligue 1, c'est dans la reprise de la Ligue 1, c'est dans un mois pile. Il faut préparer les joueurs, les équipes, etc. Et voilà, je pense que Bielsa peut faire quelque chose avec l'effectif qu'il aura, mais pour ça il va falloir aussi dire qu'il reste l'an prochain et arrêter justement de jouer à ce jeu absolument bête et pathétique. Newcastle Newcastle a formulé une offre pour Florian Thauvin, elle a été refusée par Marseille. Et on a aussi Rudy Garcia, l'entraîneur de l'AS Rome, qui voudrait voir apparemment, c'est une rumeur qui est donnée par France Football, qui voudrait apparemment voir Florian Thauvin à la Roma la saison prochaine. Donc on verra s'il part. Franchement, s'il part, il ne restera plus personne à l'OM. Clairement, sur les titulaires de l'année dernière. Non, attends, le mercato il n'est pas fini. Déjà, Bielsa est en Amérique du Sud pour inspecter les mecs là, de la Copa América. N'oubliez pas également José Anigo qui fait son petit tour à Marrakech. Non, mais José Anigo, de toute façon, il est hors course. Il est hors course sur Anigo. Oui, d'une part, il est devenu entraîneur, mais de deux, il est hors course parce que maintenant, c'est trop connu. Il a ramené des joueurs vraiment, des joueurs type Ligue 1. D'ailleurs, on va peut-être en parler, mais ce qu'a dit comment il s'appelle, machin Gravelaine là, Xavier Gravelaine sur N'Golo Kanté et l'offre de Marseille, c'est indécent, c'est du L1 surcoté. Je sais pas, vous avez entendu ce qu'il a dit? Non, dis-nous. Apparemment, Voilà, en fait, si tu veux, Marseille a fait une offre de 5 millions pour N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui a fait une bonne saison en Ligue 1. Marseille a proposé 5 millions. Et Xavier Gravelaine a dit c'est un manque de respect de l'OM envers Caen. Donc, ce L1 surcoté, hein? C'est pourquoi c'est un manque de respect? C'est parce qu'il vaut plus cher ou pas? Ouais, parce que Leicester a surtout proposé 9 millions, mais que N'Golo Kanté lui préférait aller à Marseille. Et donc, mais quand laisse le choix aux joueurs, hein, quitte à perdre un peu d'argent, d'ailleurs ils ont déjà trouvé son remplaçant, c'est de la place, mais quitte à perdre un peu d'argent, il préfère que ce soit N'Golo Kanté qui choisisse le club. Il a choisi Marseille. Mais ça veut dire qu'il a, ça veut dire l'offre de 5 millions, ils veulent plus quand. Mais ça c'est du L1 surcoté, et ça sera flop. Vaut mieux prendre un étranger. Là, ce qu'ils ont fait avec Rekik, c'est super. Faut continuer comme ça. Est-ce que vous pensez que Marseille terminera dans le top 5 la saison prochaine? Est-ce que Marseille a des chances de jouer une Coupe d'Europe? Je pense, parce que finalement, tout le monde crache sur Marseille. Et puis, voilà, il y a peut-être quelque chose qui pourra se faire. L'année dernière, on disait la même chose de Marseille. Et puis, finalement, la saison n'a pas été si ratée que ça. Donc, ouais, je pense. Pour moi, en Ligue 1, si tu veux, t'as globalement, t'as trois gros qui sont PSG, Monaco, Lyon ou PSG, Monaco, Lyon. Et derrière, il n'y a pas vraiment besoin de talent pour réussir. Ce qui veut dire que même si t'as l'état d'esprit, tu réussis en Ligue 1. Regarde Bordeaux, ils finissent 7e, et regarde Saint-Etienne, voilà, mais bon, ils finissent 5e. Si tu as l'état d'esprit, tu peux faire entre 5 et 10. Voilà, 5 et 10. Tu peux finir 5e comme tu peux finir 10e. Voilà. Donc on verra ce que Marseille. 5e, je ne serais pas du tout étonné. On verra ce que Marseille fera. En tout cas, là, ils sont en train de se faire piller de partout. Mais du coup, c'est vrai qu'ils font prendre tous leurs joueurs. Nicolas a raison. Marseille a autant de chance qu'un Saint-Etienne ou qu'un Bordeaux. Ah ouais, moi je vois pas ce que l'OM a envie à Saint-Etienne. Niveau effectif. Ouais, Saint-Etienne qui a d'ailleurs accueilli Benoît Assoué-Koto cette semaine, le défenseur gauche de Tottenham. Ça me fait une belle. D'ailleurs, on va juste très rapidement. Il paraît que Saint-Etienne ils veulent un buteur, mais le buteur il marque jamais de but. Je sais plus qui c'est d'ailleurs. Et ils devraient lâcher Gradel d'ailleurs, Saint-Etienne. Ouais, mais ils veulent recruter un attaquant, mais il marque jamais de but. Donc je sais plus qui c'est d'ailleurs. Eh bien, j'allais vous demander, est-ce que Marseille a une chance l'année prochaine en Ligue Europa? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose avec les joueurs qu'ils ont perdus et ceux qu'ils ont recrutés? Martin, qu'est-ce que t'en penses?
toute façon, la Ligue Europa elle est négligée par tous les clubs français. Donc maintenant, Marcelo Bielsa c'est aussi un homme de Ligue Europa. Il a fait pas mal de choses avec pas mal de clubs. Donc pourquoi pas. Mais après, je pense pas qu'il y ait un club qui se détache encore une fois cette année pour cette Ligue Europa. Et à mon avis, ce sera pas à Marseille. Eh bien, on verra ça. Mais Ça dépend parce que si tu la joues Ligue 1, tout le monde derrière, tout ça t'attend et tu prends en compte, là tu ne réussiras pas. Et je pense que ça, c'est quelles que soient les équipes. Regarde Saint-Etienne, surtout Saint-Etienne, voilà, quelles que soient les équipes. Mais là, comme Bielsa joue en déséquilibre, il y aura ça peut jouer d'un côté comme de l'autre parce que tu auras des contre-attaques de part et d'autre, un peu, je sais pas si vous vous souvenez de ce match à Mönchengladbach contre Marseille, le retour là, le 2 partout en Ligue Europa, la phase de poule, à la fin c'est comme ça va d'un but à l'autre, et donc là ça peut tourner pour une équipe ou pour l'autre, voilà. Mais c'est peut-être mieux pour l'OM de jouer la Ligue Europa que la Ligue des Champions. Oui, parce que si ça allait en barrage, il t'aurait pas eu le niveau. Ça y est, et tout le monde, à Marseille, bon, on préférait quand même que ce soit Marseille qui termine 4ème plutôt que 3ème. Et ça, tout le monde le savait. Mais de toute façon, ils vont en Ligue des Champions, ils n'ont pas le niveau. Enfin, ils vont en Ligue des Champions, ils vont en barrage, parce que le barrage ne te donne pas la Ligue des Champions. Non, Marseille, ils sont directement qualifiés pour les phases de poule, puisque Paris a gagné la Coupe de France. Oui, ça oui. Voilà. Et puis en plus, ils sont chapeau combien à Marseille? Déjà qu'ils étaient chapeau 2 en Champions League, donc là, ils ont dû perdre un peu, donc ils doivent être chapeau, je sais pas, 1 ou 2 en Ligue Europa. Je vais dire ça tout de suite. On va passer juste après sur le mercato. Séville, tenant du titre de la Ligue Europa, ils seront en Ligue des Champions la saison prochaine, du coup, vu qu'ils ont gagné cette saison. Les Espagnols peuvent en mettre 5, hein. Ouais, si Valence passe les tours. Si Valence. Ouais. Donc, à mon avis, ça devrait le faire pour Valence. Oui. D'ailleurs, Monaco, il pourrait tomber contre eux. Ouais, mais moi, de toute façon, tu sais très bien ce que je dis. Je dis Monaco, Leverkusen, barrage de la Ligue des Champions. Alors, Marseille, ouais. Il n'y a pas encore les coefficients UEFA, puisque pas toutes les équipes... Oui, mais Leverkusen, de toute façon, ils seront en tête de série, je pense. Ouais. Donc on verra. Les Leverkusen qui vont passer les barrages aussi. Ouais, et oui, ils ont terminé 4ème. Ouais. Voilà, du coup, on verra ce qui va se passer pour Marseille la saison prochaine. La saison de Ligue 1, ça démarre dans un mois. Ce sera début août. Voilà, on va passer à présent au mercato, le marché des transferts depuis la semaine dernière, depuis samedi dernier. On va commencer par la Ligue 1 avec l'attaquant. Tout d'abord, Claudio Beauvu, qui quitte l'en avant Guingamp et signe à Lyon. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, Martin? Est-ce que c'est une bonne chose, Claudio Beauvu à Lyon? Oui. De toute façon là, pour Lyon, toutes les recrues qu'a fait Lyon, y a rien à dire et je pense que Lyon sera une équipe très très attendue dès le début de la Ligue 1, parce que voilà, ils ont que des dossiers brûlants, ils sont loin d'être inactifs en plus. Là, ils arrêtent pas. Donc honnêtement, Jean-Michel Aulas fait un boulot monstre qui est vraiment très... Enfin, en tout cas, sur le papier, c'est bien. Je pense que les résultats seront là également. Et l'Olympique Lyonnais pourra encore plus accrocher le Paris Saint-Germain. Eh bien, on verra ce qu'il en est. C'est vrai que... d'ailleurs, on parlera tout à l'heure. Paris qui a... Finalement, le fair play financier finalement a été enlevé pour Paris. On en reparlera tout à l'heure. On a également 2 arrivées à Lille cette semaine. Wilfried Cannon, le défenseur central ivoirien de 21 ans. Il signe à Lille en provenance de l'AE. L'AE. J'ai jamais su comment dire. C'est la capitale économique. Pays-Bas, mais la capitale politique, là où tu as tous les bureaux, c'est à La Haye. Eh bien, Nicolas, j'ai toujours cru qu'on disait La Haye. Eh bien, tu viens de m'apprendre quelque chose. Donc, Wilfried Cannon, le défenseur de La Haye de 21 ans qui signe à Lille. Et puis également Serhou Guirassy. C'est un jeune international français qui quitte Laval pour rejoindre Lille. Et Lille qui a ce samedi, aujourd'hui, laissé partir le jeune Idrissa Gueye qui a rejoint le club anglais d'Aston Villa.
On a aussi l'international algérien de 25 ans, Riyad Boudbouz, qui quitte le Sporting Club de Bastia et signe à Montpellier. Son coéquipier à Bastia, Giovanni Sio, qui est international ivoirien de 26 ans, il quitte lui aussi Bastia pour rejoindre Rennes. Bastia qui il était au FC Bâle, Sio. Il était au FC Bâle. Il était prêté à Bastia, mais il appartenait au FC Bâle. Ouais. Et d'ailleurs, Boudbouz, ils ont Montpellier a acheté Boudbouz et c'est ce qui permet à Bastia de rester en Ligue 1. Sinon, ils n'avaient pas les fonds. Non, pour l'instant, ils sont toujours en Ligue 2, il me semble, le Bastia, non? Oui, mais par rapport à la DNCG, les 1,3 million de Montpellier pour Bastia, c'est ce qui permet à Bastia de rester en Ligue 1. Parce que sinon, ils ne pouvaient pas rester. Ouais. Donc, on va passer Marseille à présent. Le défenseur néerlandais Karim Rekik. Il était la saison dernière prêté au PSV Eindhoven par Manchester City. Il rejoint l'OM. Il évoluera la saison prochaine avec Lucas Ocampos qui, on l'a dit, a finalement décidé de rester à Marseille. Et puis Gianelli Mboula, quant à lui, a décidé de partir. Il l'a signé au FC Porto pour 20 millions d'euros. L'OM s'intéresse au jeune défenseur français de Chelsea, Jérémy Boga, qui pourrait pallier au probable départ à venir de Doria. Doria qui devrait aller à Sao Paulo, parce qu'il n'a pas joué de la saison et il devrait quitter Marseille. Donc Jérémy Boga qui pourrait venir le remplacer. On espère pour lui qu'il jouera un peu plus. Benoît Assoué-Koto, je l'ai dit tout à l'heure également, le défenseur camerounais de Tottenham quitte les Spurs et signe à Saint-Etienne, un contrat d'une durée de 1 an. Et puis on a l'attaquant international islandais de l'Ajax, Kolbeinn Sigthorsson, qui rejoint le FC Nantes. Niklas, est-ce que tu connais ce joueur, Sigthorsson? Un bon choix. Faut pas trop que tu le critiques, parce que faut pas trop que tu le critiques, parce qu'il peut te mettre des buts, 20-25 buts par saison, mais du moment où il est moins stable, ou il est moins en confiance, ça va moins bien. Après, il faut voir parce que l'année dernière, il avait une super entente avec un jeune espoir néerlandais qui est d'origine marocaine, Anouar El Ghazi. Avec eux deux, ils s'entendaient super bien et sur le terrain, ils se trouvaient super facilement, ce qui fait qu'il a mis un peu plus de buts que d'habitude. Mais super recrue pour Nantes. Ouais, on verra ce que ça donne. On va passer à présent à la première ligue avec tout d'abord Petrovic. C'est le transfert de la semaine. Il quitte les Blues de Chelsea pour les Gunners d'Arsenal. Il quitte Chelsea 11 ans après son arrivée au club. Il avait rejoint en 2004 les Blues. Chelsea songe notamment au gardien de Stoke, Asmir Begovic, pour le remplacer. Est-ce qu'une page se tourne à Chelsea? Certainement, je pense. Parce que c'est quand même le gardien de Chelsea. Et oui, une page se tourne. Abou Diaby quitte Arsenal. Une page se tourne également pour l'histoire du football. Non, Abou Diaby, non. Non, c'était de l'ironie, c'était qu'une antiphrase. L'international français Abou Diaby était en fin de contrat avec les Gunners. Il pourrait s'en aller en MLS. Le défenseur de Manchester City, le défenseur anglais Micah Richards, quitte les Sky Blues pour Aston Villa. Bon, il jouait pas vraiment, il jouait jamais Micah Richards. On a également Nathaniel Klein qui quitte les Saints de Southampton. Le défenseur anglais a signé à Liverpool. On a aussi Sylvain Distin, le défenseur français âgé de 37 ans. Il quitte Everton et rejoint le premier anglais Bournemouth. On a également l'attaquant portugais de Braga, Eder, 27 ans. Il rejoint Swansea pour 7 millions d'euros. Le milieu brésilien Paulinho, il quitte les Spurs de Tottenham et rejoint le club chinois de Guangzhou. Il pourrait être rejoint par Robinho qui va quitter son club Santos. Il l'a quitté d'ailleurs et on parle de lui à Guangzhou. Manchester United ne lâche toujours pas Sergio Ramos. Le club anglais aurait proposé 90 millions d'euros au Real Madrid pour s'offrir les services du défenseur espagnol, le Real qui a apparemment refusé cette offre, même si c'est une rumeur, cette offre. Est-ce que vous pensez que Ramos jouera la saison prochaine à Manchester United, Martin, selon toi? Je sais que le Bayern est dessus, mais si c'est 90 millions, ils ne mettront jamais. Moi, je pense qu'il restera. Tu penses qu'il restera au Real? Ouais. Tu vois, ça pourrait donner une chance de vraiment se montrer à Raphaël Varane, parce qu'il est en concurrence, on le sait, avec Pépé. Ça pourrait peut-être donner une chance à Varane. Bref, on verra ce qu'il en est pour Ramos. West Ham pourrait prochainement accueillir Aymen Abdenour. Le club londonien a formulé une offre de 20 millions d'euros pour le Monégasque, mais pour l'instant, rien d'officiel.
Oui, attends, Lucas, t'as vu qui y a sur Abdenour? T'as vu qui y a? Il y a le Barça, il y a je sais plus qui est dessus. Bon, enfin, le Barça, je suis pas sûr qu'il soit adapté, mais bon, il y a des clubs comme ça aussi qui sont dessus, il me semble, non? je sais pas si Abdenour, il y a quand même beaucoup de concurrence au Barça. Oui, je sais pas, mais moi j'ai entendu parler du Barça, j'ai entendu parler d'autres grands clubs. Mais On le a Barça, aussi ce vu sera pas adapté West pour Ham. lui. On a vu West Ham. On a aussi Lucas Podolski. Il rejoint le club turc de Galatasaray. Lucas Podolski, ça a été officialisé aujourd'hui. Il était prêté à l'Inter par Arsenal la saison passée. On Ouais. a aussi Falcao qui jouera toujours en Première Ligue la saison prochaine. Il a été prêté par Monaco à J'ai Chelsea. vu, oui. Un prêt d'une durée de 1 an. Et puis pour terminer, en Première Ligue, Adam Matthews, le jeune défenseur du Celtic Glasgow, il signe à Sunderland. Liga à présent, Stéphane Mbia, le joueur camerounais, anciennement joueur de l'OM, il quitte le FC Séville et rejoint le club turc de Trabzonspor. On a Adil Rami, défenseur français du Milan AC, qui signe au FC Séville. Il devrait être rejoint prochainement par l'attaquant ukrainien du Dniepro, Yevhen Konoplyanka, qui pourrait donc signer au FC Séville. Jackson Martinez, c'est officiel, quitte le FC Porto pour l'Atlético Madrid. Le montant du transfert est de 35 millions d'euros. La signature de Luciano Vieto en provenance de Villarreal a également été officialisée par l'Atlético. C'est officiel, Danilo rejoint le Real Madrid. L'international brésilien de 23 ans a signé pour 6 ans et un montant de 31 millions d'euros. Le montant, est-ce qu'il vous paraît abusé, Nicolas? 31 millions pour Danilo. Ah bah écoute, moi Porto, ils vendent tellement bien que... Ouais, ça reste énorme quand même. Porto, ils vendent super bien. Donc... Ça reste Porto, énorme. c'est vraiment... ils ont des bons joueurs, hein, tout de même, le FC Porto. Ah bah ils font quart de finale, je pense que oui, ils ont des bons joueurs. Ouais, c'est dommage pour eux qu'ils étaient pas loin de battre le Bayern, mais bon, quand même au match retour, faut l'avouer, le Bayern était Non, regarde, Porto gagne pas gagne, mais domine 3 mi-temps sur 4, les deux du match aller plus la deuxième mi-temps du match retour, mais le Bayern a fait la différence en une mi-temps. Ouais. Ça aurait été une grosse surprise si Porto avait éliminé le Bayern. Et puis pour terminer en Liga, le jeune attaquant du Celta Vigo, Santi Mina, il signe à Valence jusqu'en 2021, c'est-à-dire pour 6 ans. Voilà, Bundesliga, Niklas, pour toi, le milieu offensif allemand Maximilian Beister, il quitte Hambourg et rejoint Mayence. Voilà, on a également Félix Klaus, le jeune milieu allemand de 22 ans, qui quitte le SC Fribourg et rejoint Hanovre. Et puis, pour terminer, le gros transfert de la semaine en Bundesliga, c'est Douglas Costa, l'attaquant brésilien du Shakhtar Donetsk, qui quitte le club ukrainien et signe au Bayern pour un montant de 30 millions d'euros. Voilà. Est-ce qu'il jouera vraiment la saison prochaine au Bayern, selon toi, Niklas? Zammer, le directeur sportif Zammer, disait que ce n'était pas un remplaçant de Ribéry. Bon, on va attendre, hein, mais il y a d'autres cas à gérer. Il y a Götze aussi qui peut jouer sur un côté. Mais Götze, de toute façon, sera si Klopp va au Bayern. Si Klopp va au Bayern la saison prochaine, il faut que Götze se casse avant. Parce que Klopp n'acceptera jamais Götze au Bayern. Mais Douglas Costa, je sais pas. Et si Klopp vient au Bayern, si Jürgen Klopp vient au Bayern, du coup, Götze est obligé de partir. Où ira Guardiola? Guardiola, on a entendu parler du Qatar. Ah. Bah, un truc à la Hiddink avec la Corée. Oh, bon, bah. Entraîneur du Qatar ou entraîneur d'un club au Qatar? Non, entraîneur de la sélection pour préparer la Coupe du Monde 2022. Oh là 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 là. Ça fait long. Je sais pas ce que ça donnera. Bref, Serie A à présent avec deux clubs très actifs depuis le début de ce mercato, l'Inter Milan et le Milan AC qui sont vraiment très 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 actifs. L'Inter qui a recruté cette semaine 3 défenseurs. On a tout d'abord Joao Miranda, le défenseur central brésilien de l'Atlético. Il quitte les Colchoneros et rejoint l'Inter. Donc, on a aussi le défenseur droit du Barça, Martin Montoya, qui rejoint l'Inter. Et puis, pour finir, le défenseur colombien Jason Murillo, qui rejoint le club milanais en provenance de Grenade. L'Inter qui a vendu cette semaine Joel Obi. Il jouera la saison prochaine au Torino. L'Inter qui a aussi vendu Zdravko Kuzmanovic, qui rejoint lui le FC Bâle. Et puis pour finir, à l'Inter, Xherdan Shaqiri, qui n'entre plus dans les plans de l'entraîneur Roberto Mancini. Il pourrait s'engager très prochainement avec Stoke City. Stoke City, ouais. Xherdan Shaqiri à Stoke City. Je pense qu'il a quand même un meilleur niveau que ça. Enfin, je ne sais pas. Martin, qu'en penses-tu?
Shaqiri à Stoke City, Martin, selon toi, est-ce que ça serait un mauvais choix, une fin de carrière pour Shaqiri? Fin de carrière Fin sûrement. de carrière, il a quand même 23 ans, Shaqiri, donc une fin de carrière à 23 ans, c'est vrai que. Mais, bon, Ouais, mais après ça reste Shaqiri. Enfin, mais je pense un peu s'il va à Stoke City, il va peut-être un petit peu s'enterrer. À mon avis, il a quand même joué au Bayern, ça va faire la régression. Shaqiri a eu des problèmes au Bayern, hein, des problèmes avec le collectif. Hein. Pas Ça assez va- collectif. Ça va faire, s'il va à Stoke City, ça va faire un petit peu la régression. Il a démarré Ouais. par le Bayern, après il va à l'Inter. Et puis comme l'équipe de Suisse s'est découvert de nouveaux bons joueurs qui n'étaient pas des si bons, qui étaient des bons joueurs avant, je pense à Granit Xhaka, mais qui s'est vraiment affirmé cette année, qui est devenu un pilier, donc je sais pas. Shaqiri baisse, mais il y en a d'autres qui augmentent. Ouais. Voilà, Milan AC alors à présent, l'autre club de Milan, avec tout d'abord Souley Muntari, le joueur ghanéen du Milan AC. Il a été résilié de son contrat par le club italien. Il n'évoluera donc plus là la saison prochaine. Et puis le Milan AC a cette semaine accueilli également 3 joueurs. Tout d'abord, le milieu italien en provenance de l'AS Rome, Andrea Bertolacci. On a également l'attaquant colombien de 28 ans, Carlos Bacca. Il quitte le FC Séville. Et qui était en Belgique avant. Et puis Luis Adriano, l'attaquant brésilien du Shakhtar Donetsk, il a également rejoint le club milanais. Ça fait Bacca, Bertolacci et Adriano. Et puis par le biais du compte Twitter de l'AC Milan, le président du club, Silvio Berlusconi, a annoncé les départs de Rami, Bonero, Bocchetti, Muntari, Essien, Destro, Pazzini et Van Ginkel. Et quid donc de Gary Medel, là, le Chilien? Gary Medel, lui, il joue à l'Inter. Ouais. Et tu m'as demandé quoi? Eh ben Gary Medel, est-ce qu'il reste à l'Inter? Parce que j'ai entendu qu'il y avait des défenseurs à Gary Medel. Ah ouais, 3 défenseurs. Bah je sais pas, j'ai rien lu sur Gary Medel. Je ne sais pas du tout s'il va rester, mais il me semble que j'avais vu quelque chose qui pourrait partir. Non, enfin je sais pas. Et donc, tu disais là, ouais, donc Gary Medel, on sait pas, et donc Van Ginkel retourne à Chelsea, il était prêté à Milan, c'est ça? Lui, Berlusconi, il a annoncé. Non, mais lui, il va aller à Vitesse Arnhem, parce que les Vitesse Arnhem et Chelsea sont des clubs qui sont associés, enfin qui sont affiliés. Donc il va retourner à Vitesse. ça va être intéressant de voir le début de saison de Chelsea l'an prochain. Hein. Ouais, faut voir. Bah, Chelsea, là, ils ont, pour l'instant, le seul qu'ils ont recruté, c'est Falcao. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres arrivées à Chelsea depuis le début du mercato. Ils sont un petit peu silencieux. Ouais, silencieux, mais voilà, ouais, on va voir parce que la fin de saison de Chelsea était pas formidable. On va voir. Ouais. On verra. C'est vrai que ça serait intéressant que Chelsea se fasse un peu bousculer par un autre club anglais. Ils ont quand même terminé largement devant la saison de Première Ligue. Ça dit, moi je supporte tellement mal Mourinho que bon, je suis un peu voilà. Et puis pour finir en Serie A, José Olebas quitte l'AS Roma et signe chez le promu anglais Watford. Et puis on va faire le reste du monde aussi. Alors on a tout d'abord Demba Ba, l'ancien attaquant de Chelsea. Il quitte Besiktas pour Shanghai. Et puis aussi Ronaldinho, tiens, il rejoint Samuel Eto'o au club promu turc d'Antalyaspor. Il évoluait la saison dernière, Ronaldinho, au club mexicain de Querétaro. Et puis on a le milieu colombien Teófilo Gutiérrez, il évoluait à River Plate la saison dernière, il va partir, on ne connaît pas encore son futur club. Et pour terminer, Nani, le joueur portugais du Sporting passé par Manchester United, Nani, il signe à Fenerbahçe, il devrait, enfin c'est pas encore officiel, il devrait rejoindre Fenerbahçe. Et puis je viens de le voir, Robin Van Persie signe à Galatasaray. Enfin, il n'a pas encore signé, mais il est d'accord avec Fenerbahçe. Il est tout proche de s'engager avec Fenerbahçe. Van Persie, un bon choix ou pas? Niklas? Bah écoute, dans ce cas, c'est-à-dire qu'il fait une croix sur l'euro. Enfin, je te dis, il fait une croix, mais même pas ça, parce que Snyder, de toute façon, était parti aussi en Turquie, mais et Van Gaal, justement, lui avait défoncé pour son choix. Mais là, il faut voir, parce qu'en plus, tu sais que Hiddink n'est plus l'entraîneur des Pays-Bas, donc c'est Danny Blind qui a pris la suite. Est-ce que Danny Blind acceptera que son capitaine, le capitaine des Oranges, joue à Fenerbahçe? Je sais pas. 31 ans, Robin Van Persie. Mais sur la fin, Van Gaal d'ailleurs n'en voulait plus. Oh.
Alors qu'il Eh a fait bien, de lui son capitaine à la Coupe du Monde. eh bien, assez étonnant ce choix de Van Persie. Il devrait donc s'engager avec Fenerbahçe. On va à présent passer voilà, pour ce mercato cette semaine. On va à présent passer aux news en bref. Alors, on va tout d'abord aborder la Ligue 1 avec finalement 3 montées et 3 descentes. La Ligue a finalement décidé donc de reporter sa décision de faire descendre 2 clubs, d'en faire monter 2 également. Est-ce que c'est un bon choix d'avoir choisi de refaire 3 montées et 3 descentes? Martin, qu'est-ce que tu en penses? Oh, C'est un de bon tout- choix? Oui, c'est un excellent choix. Après, voilà, il y a un gros problème dans cette ligue, c'est que on fait des choses, puis finalement on les annule. Voilà, Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Par exemple, Bastia qui descend, qui remonte. ouais, c'est Euh, pareil. Tout ça, c'est des propositions, c'est des choses qu'on doit proposer qu'on doit proposer aux clubs, aux actionnaires, etc. Et après, en conseil d'administration, discuter, mais sans directement appliquer ces lois et en prenant un recul supplémentaire pour laisser un peu de temps, parce que finalement, voilà, là, c'est des démarches inutiles. Moi, je trouve que ça serait quand même intéressant, avec 20 équipes, en laissant 20 équipes, de faire un petit peu comme en Allemagne, c'est-à-dire des barrages en fin de saison avec, Ouais, avec le troisième de, ça, ce serait de vachement Ligue 2 bien. et le 18e de Ligue 1. Je trouve que ça donnera un petit peu de spectacle en fin de saison et ça pourrait être pas mal. Je sais pas, Nicolas, t'en penses Les Allemands, quoi? ils sont 18, hein, ils sont pas 20, et donc ça, c'est un problème. Hein. Pour la part du gâteau économique et tout ça, c'est un Ah ouais, problème. c'est vrai que ouais. Donc Moi, je sais pas. que tu fasses 2 montées, 2 descentes, ou 3 montées, 3 descentes, là, ça revient à la même chose économiquement. Bien, ouais. Je sais pas. Bah, les Allemands, ils sont 18, donc ce qui fait que déjà, économiquement, il y a une plus grosse part du gâteau. Bah, niveau spectacle, ça pourrait être bien, mais après, faut voir, c'est Ah sûr. oui, Faut pour le voir spectacle, oui, ça, ce serait bien. Mais bon, après, tu les connais, hein, déjà qu'on n'arrive pas à caser une finale de Coupe de la Ligue à la fin. Euh, et caser là des barrages à la toute fin. Oui, ça y est, ça c'est la France, c'est comme ça. Ouais, c'est sûr que beaucoup, très critiqué, hein, la LFP avec Frédéric Thiriez, qui est beaucoup critiqué euh, pour ses choix, pour Ouais, mais il y a des raisons justement de le critiquer quand même. ouais, c'est vrai, des fois, c'est sûr, c'est sûr. Il est jamais très juste. J'avais pas trop apprécié non plus son entrevue avec Nasser Al-Khelaifi à la fin d'un match où il avait dit sorry for this Lance terrible. PSG, justement. Ouais, Désolé à propos de Cavani, là, il me semble. ouais. Tu sais, qui avait pris le rouge. Oui, c'est ça. Il avait dit sorry for this terrible arbitrage. Il le dit à Nasser, mais il l'aurait pas dit à Vincent Labrune ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Il y a... Mais après, il y avait eu cette histoire de Canal aussi, où il était... Et il y a eu également l'affaire Canal où il a été absolument... Histoire de Canal, où il a dit, il a pris position pour Ouais. Marseille et Paris, mais de toute façon, s'il a fait ça, il savait que pour payer, au cas où, pour payer les droits TV de la Ligue 1, il y avait Beansport. Oui. Mais là aussi, il n'a pas fait son rôle de président de la Ligue, c'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de rassembler les deux parties, de discuter, plutôt que tout de suite, comme ça, interdire telle ou telle chose. Ça aussi, cette affaire, elle reste quand même dans l'histoire de cette saison et elle est absolument pathétique. Ouais. Ouais, bah, en tout cas, la saison prochaine, 3 montées, 3 descentes en Ligue 1, comme la saison dernière. Voilà, on parle aussi de Paris, le fair play financier qui a été levé par l'UEFA pour le PSG. Alors, qui le PSG doit-il recruter, Un gardien. selon vous? Alors, quel Un serait grand le meilleur gardien. plan pour le PSG? Un Est-ce que tu as gardien, des noms? ouais. Est-ce que tu penses à... On a Kevin Trapp qui est beaucoup cité dans la Ouais, presse. mais lui, Ça c'est sera un pas bon un choix bon grand de gardien. recruter Trapp pour le PSG ou pas? Non, moi je pense que non. Parce qu'il est à peu près du même niveau que Sirigu, il a peut-être un peu plus de qualité, il a des qualités un peu plus de qualité que Sirigu n'a pas.
Mais sinon, globalement, c'est le même gardien et il a des problèmes au pied en fait. Hein, donc Sirigu, il a des problèmes au pied aussi, le jeu au pied. Trapp, c'est un peu la même chose. Donc pour moi, ce n'est pas un grand gardien. Alors après, moi, je pense on parle aussi que pourquoi ouais. pas de Iker Casillas, l'attaquant du Real qui est sur le départ. Le ouais, Real qui pourra Casillas. accueillir de Real. Mais Casillas, le problème, c'est qu'il est sur la fin. Et que Casillas, le problème de Casillas, c'est qu'il n'a vraiment pas été bon cette saison. Alors, est-ce que c'est parce que les supporters madrilènes lui en veulent, ou est-ce que je sais pas. Alors après, moi, du côté gardien, je pense que les dirigeants du PSG croient pas aussi beaucoup en Nicolas Doucher, et je pense qu'il y a du travail à faire avec lui, mais ça peut être un bon gardien. Non, Douchet, c'est un On verra gardien. ça. Sinon, au niveau de la défense, vous pensez pas qu'il faudrait peut-être virer peut-être Digne ou Vanderville? Non, mais tu sais, déjà, je pense qu'avant toute chose, avant de se dire quel poste il faut améliorer, machin, déjà, il faut un directeur sportif. Déjà, je pense que c'est la première chose à faire. Après, directeur sportif, t'inquiète pas, il te trouvera des joueurs. Bah, Mais déjà, un directeur sportif, c'est le principal. D'abord, au PSG, il y a aussi un gros manque de communication entre les joueurs et Laurent Blanc. C'est-à-dire que à chaque fois, on est proche d'une période de crise où les joueurs parlent plus à Laurent Blanc, vont directement voir Nasser, et c'est vrai aussi que ça fausse les discussions. Ouais. Avant, c'était mieux justement, parce que tu avais Makelele qui faisait ça. Oui, tout à fait. Et peut-être que là, peut-être que ça va s'arranger, parce que Zoumana Camara, t'as entendu que là, il va passer ses diplômes d'entraîneur. Donc, il pourrait devenir un peu l'adjoint de Laurent Blanc à la Makelele. Et comme lui, il est super bien apprécié dans le vestiaire, ça pourrait être un Makelele numéro 2. Dans le rôle, je parle. Ouais. Ouais, bah, c'est sûr. Est-ce que niveau attaque, est-ce qu'on a des joueurs est-ce qu'on a des joueurs à virer selon vous niveau milieu, attaque Pour moi, Zlatan doit partir. Ouais, pareil. Au Milan AC, peut-être, on parle de lui justement, mais le Milan AC, ils ont recruté 2 attaquants, Luis Adriano et Carlos Bacca. Donc je sais pas si mais c'est sûr il y aura de la que concurrence. en tout cas, c'est sûr que Zlatan doit partir, parce que on l'a vu quand il n'y avait pas Zlatan sur les 15 derniers matchs du PSG, bah, c'est là où tous les points ont été engrangés et que le PSG a libéré complètement son jeu. Ouais. Je sais qu'il cherche aussi un milieu offensif qui peut jouer sur les côtés aussi. Ça veut dire que ça, si tu recrutes ce fameux milieu offensif, c'est soit tu vires Zlatan, soit t'achètes pas le milieu offensif. Parce que déjà, Cavani ne veut plus jouer sur le côté. Donc ça veut dire que t'es obligé de faire un 4-4 de losange avec Pastore en milieu offensif et 2 attaquants Cavani Zlatan. Si tu fais pas ça, et d'ailleurs, si tu fais ça, justement, tu ne peux pas recruter le milieu offensif qui peut jouer sur les côtés. Ah bien, on verra le recrutement du PSG. En tout cas, le PSG est muet depuis le début du mercato. Aucun départ, si je ne me trompe pas. Et aucune arrivée. Peut-être qu'ils attendaient la décision du fair play justement pour voir ce qui... Ouais, je pense. Bah, on verra ça dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce qu'il en sera pour le mercato du PSG. Enfin, en tout cas, cela dit, un mot justement sur cette levée des sanctions. Ça reste assez... Voilà, ça montre que le football aujourd'hui c'est que du business, c'est que de l'argent, parce que voilà, ça s'est fait en Suisse avec Platini. Est-ce que le PSG aurait bénéficié d'un régime de faveur? C'est ce que certains disent, parce que cette levée de sanctions, elle devait être appliquée à partir de l'été prochain, et finalement il y a eu une petite avancée pour cet été. Voilà. Et puis ça va également, maintenant que le PSG peut recruter n'importe qui, la Ligue 1... Non, pas n'importe qui, justement. Ouais, mais... Il faut qu'ils achètent un joueur 100 millions, il faut qu'ils génèrent 100 millions. Ouais. Ils ont un budget d'environ 110 millions apparemment. Enfin, c'est quand même supérieur à tous les autres clubs de Ligue 1. Ouais, bah oui. Ah ben... Donc ça veut dire... Oui. ça veut dire que forcément, il y a un moment où voilà, le PSG sera au-dessus de tout le monde. Ouais, bah, on verra. Hein. C'est sûr que Paris est largement au-dessus niveau budget que les autres clubs. Donc, ils sont censés avoir le meilleur effectif. D'ailleurs, pour l'instant, ils ont le meilleur effectif. Et si on peut encore améliorer ça.
Parce que la raison pour laquelle il faudra améliorer l'effectif, c'est pour essayer d'aller chercher cette Ligue des Champions et d'aller plus loin que les quarts de finale. C'est l'objectif de Nasser et de tous les dirigeants. Ouais, mais alors ça, c'est pas gagné. Hein. Ouais, ça dépend, regarde le tirage. Oui, Ouais, oui, oui. Le premier chapeau. Et justement Ah oui. quand on regarde le deuxième chapeau, dans le deuxième chapeau, on a le Real, on a l'Atlético, Eh oui. on a des équipes comme Manchester City, Manchester Bah, t'as United, toutes les certainement. équipes qui n'ont pas été championnes et qui sont qualifiées pour la Ligue des Champions. Pardon Le champion 1, Ouais. c'est que les champions. Le champion Voilà. 1, c'est que les champions. Et Donc, puis dans ce le qui veut deuxième dire chapeau, qu'on peut tirer du lourd, hein, tout le monde. bah ouais, dans le deuxième chapeau, on aura quand même du lourd. Hein. On aura déjà les deux Manchester, certainement, Ouais. qui sont quand même. On Ah aura non, peut-être pas l'Atlético. Manchester City. Hein. Manchester City, je pense pas. Parce qu'eux, ils étaient chapeau 2 avant. Donc, c'est-à-dire qu'ils passent chapeau 3. Il me semble. Hein. Non? Bah, je vais vérifier ça très vite. Logiquement, oui. Ouais, déjà, bah, on aura l'Atlético, le Real. Ça Ouais. veut dire que Paris pourra tomber dans leur groupe. Mm. Bah, d'ailleurs, ouais. Mais ils éviteront le Barça, la Juve vont être tous les champions, comme tu l'as dit. Tiens, dans le premier chapeau, il faut voir les coefficients UEFA. Je les ai pas, les Et au coefficients. fait, c'est simple. T'as Espagne, Angleterre. Donc, t'as Barça, Chelsea, Bayern, Juventus, Porto, c'est ça, c'est Porto qui a été Alors, champion. on a Barça, Chelsea, Bayern, Juventus, ouais, Porto, Paris Saint-Germain, Zénith Saint-Pétersbourg, Dynamo Kiev, PSV Eindhoven. En fait, ouais, et on aura Séville aussi. Enfin, ouais. Séville, chapeau 1. En fait, je sais pas. Sur la page sur laquelle je regarde, il n'y a pas écrit, Non. mais le Séville, chapeau non, 1. Ah, parce si, que c'est bon, que c'est le bon, j'ai le gagnant. chapeau 1. J'ai le chapeau 1. Alors, le chapeau 1, on aura le Barça, Chelsea, le Bayern, la Juventus, le Benfica Lisbonne. En fait, le Benfica a été champion. Je me suis trompé. Non. Oui, je me suis trompé tout à l'heure. Le Benfica Lisbonne a été champion du Portugal. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. On aura le Paris Saint-Germain, le Zénith Saint-Pétersbourg et le PSV Eindhoven. Dans le chapeau 2, pour l'instant, on connaît déjà 5 équipes sur 8. Le Real, l'Atlético, Arsenal, Manchester City, qui sera donc dans le chapeau 2, et Porto. Et on devrait avoir sûrement aussi Manchester United qui devrait pouvoir se qualifier. On pourrait avoir Séville également, et puis Lyon également dans le chapeau 2, mais Paris et Lyon ne pourront pas être dans le même groupe. Oh, Lyon, je suis pas sûr parce que. Attends, Lyon, s'ils étaient chapeau 2, avec les équipes que tu me dis, ils passent chapeau 3, non? Non. Bien, en fait, c'est indécis pour l'instant avec les. Ouais. Parce qu'on n'a pas toutes les équipes qualifiées. Lyon, ils ont 72, si tu veux, 72 points. Coefficient UEFA. Et pour l'instant, dans le pot 3, pour l'instant, on a l'Olympiakos et Galatasaray. Et Ah oui, non, eux, ils mais ont moins que Lyon. Il me semble l'année dernière, c'était chapeau 3. Hein. C'était en Et eux, dernier, ils ont c'était moins chapeau que 3. Lyon. Donc, on ne sait pas encore. Les coefficients, par exemple, pour ceux qui passent les barrages, on a par exemple le Bayer Leverkusen, Manchester United et Valence ont plus que Lyon, et le Dynamo Kiev et le Shakhtar Donetsk également, mais toutes les autres équipes des barrages ont moins que Lyon. Donc les 4 seules équipes des barrages et du tour de qualification qui ont plus, c'est Valence, Manchester, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar. Donc on verra si Lyon ils seront dans le chapeau 2 ou dans le chapeau 3. En tout cas, s'ils sont dans le chapeau 3, ils ont fort à faire, hein, l'Olympique Lyonnais. En Ligue des Champions. Voilà pour la page. On parlait donc du PSG au départ, et puis c'est parti en Ligue des Champions. On va à présent parler donc, on a le temps un petit peu de parler de l'Atlético Madrid et de ses recrutements. Parce que l'Atlético a recruté Jackson Martinez, mais également le jeune joueur de Villarreal, Luciano Vieto. Messieurs, Martin et Nicolas, est-ce que vous pensez que l'Atlético, la saison prochaine, peut terminer plus haut que la 3e marche du podium, selon vous? Non. Martin, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que le Barça et le Real seront toujours premier, deuxième? Comme d'habitude, ouais. Comme C'est-à-dire d'habitude, que... il y a... Enfin, oui, La saison d'avant, pas cette saison, mais la saison d'avant, c'était l'Atlético avec des champions. C'est vrai, mais voilà, le Barça continuera dans sa lancée, dans sa belle lancée, et je pense que le Real peut faire quelque chose de beau avec Benitez.
Ouais, faut voir, c'est vrai. En tout cas, cette saison, le Real a rien gagné du tout. Ça a été Ah si, ils ont gagné une la saison Coupe du Monde blanche. des clubs, la Super Ouais, Coupe enfin, du je veux Monde. dire, non, Ouais, à mais c'est part ça, anecdotique, ça, c'est c'était plus. c'est anecdotique tout Ouais. ça. En Espagne, c'est Oui, la parce que Coupe là, du. c'est quand ils allaient bien. C'est quand ils allaient bien. Oui, c'était au début de la. Ouais. Mais ouais, ils ont fait une année depuis janvier 2015. Là, le Real, ils sont un petit peu à la ramasse, hein. Enfin, Totalement. ils ont quand même sauvé la deuxième place, mais on verra la saison prochaine ce qui se passera pour l'Atlético. Je rappelle qu'ils ont recruté donc Jackson Martinez en provenance de Porto, Luciano Vieto en provenance de Real Villarreal. Ils ont lâché Mandzukic. Est-ce que Jackson Martinez est au-dessus de Mandzukic? Est-ce que c'est un meilleur attaquant? Est-ce qu'il aura une place de titulaire? Tiens, Jackson Martinez. Martin, selon toi, est-ce qu'il sera Je titulaire pense. avec les clubs choneros? Ouais, je pense. Je pense. Oh, moi je miserais plus sur le Luciano Vieto, hein, parce que lui, il était en Amérique du Sud il y a 2 ans, et après il a été transféré à Villarreal, donc je miserais plus sur Vieto. Ouais, pourquoi pas. On verra. C'est vrai que ce sont deux buteurs, donc la concurrence, il y aura de la concurrence la saison prochaine à l'Atlético Madrid. On parle aussi. Tiens, allez, l'équipe de France, elle accueillera l'Allemagne en novembre. Ce 22. sera, 22 novembre je ne sais, prochain. voilà, le 22 novembre. Merci Martin. Alors, les Bleus, est-ce qu'ils ont vraiment quelque chose à prouver lors de ce match? Est-ce que Mais non, ça c'est un match amical, il y a rien à prouver. Regarde si tu te souviens bien, à l'Euro, avant l'Euro 2012, il y avait eu un Allemagne-France à Brême, et la France l'avait gagné 2-1, il me semble. ouais, Ouais. ouais, je m'en souviens. Ouais. 2-1 et ils auraient même pu mettre 3-0. Ouais. Donc et tu vois, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Il Mm. y a Mais pas je quelque pense chose à quand même prouver. que s'ils Non, c'est le- perdent, déjà, c'est le le premier 13 match novembre. de la saison pour les Bleus, ce sera face au Portugal. Ce sera le 4 septembre. Je pense que s'ils perdent ce match-là, la presse va les dégommer certainement. Enfin, va beaucoup les Mais rabaisser, les critiquer. non, parce que Deschamps il est aimé, parce que les médias aiment Deschamps et que donc du coup Deschamps ne sera jamais défoncé. Il Ouais, mais sera tout le monde, défoncé que s'il y a contre-performance à l'Euro. va dire, à mon avis, c'est la France perd face au Portugal. Tout le monde va dire Mais qu'il on faut dira c'est les s'arrêter. joueurs. On dira c'est les joueurs. On dira que c'est les joueurs qui sont pas bons. Mais est-ce que tu as entendu un grand média, n'importe lequel, peut-être pas obligé de TF1 qui sponsorise, mais un grand média, un grand journal, tout ça, qui a dit Deschamps nous parle de faim, nous parle d'envie, tout ça, on n'a pas eu faim, tout ça, mais il nous parle jamais de Dieu. T'as jamais lu ça. Donc, on défonce les joueurs et pas Didier Deschamps. Parce que c'est lui le premier problème. Ouais, C'est sa c'est tactique. vrai. C'est sa tactique sur l'envie, sur la faim, mais Ouais, mais jamais un projet de jeu. Qui est-ce que, c'est-à-dire, qui est-ce que un tu veux projet de mettre jeu. à la place de Didier Deschamps? Ah bah alors là, problème des Y a entraîneurs personne. français, c'est qu'ils sont formés, c'est beaucoup des meneurs d'hommes les entraîneurs français. Tu vois par exemple Hervé Renard là, bon là on a Ouais. fait tout un pataquès et tout à Lille, mais Hervé Renard il est meneur d'hommes, hein. C'est un meneur d'hommes à la base, donc t'attends pas à ce que Lille il joue à la Rudy Garcia. Et pourtant, et voilà, Rudy Garcia, lui c'est un mec qui est un peu différent, qui est même différent parce que lui est moins un meneur d'hommes et c'est beaucoup plus un tacticien que pratiquement tous les autres. Regarde, tu regardes pratiquement tous les entraîneurs français, là, les Beaup, Girard, Deschamps, tout ça, t'as tous les entraîneurs de Ligue 1 déjà qui sont partis là. Entre il y a 2 ans et aujourd'hui là, que ce soit Bob, Frédéric Hans, Antonetti, tout ça c'était meneurs d'hommes. C'est On a clair. parlé à des moments, hein, bon ça c'était vraiment avant on parlait de Zinedine Zidane pour remplacer Ah oui mais non, mais lui, Laurent Blanc. Maintenant, c'est trop tard. Ouais, mais et si Deschamps part, hein, ce sera certainement après l'Euro, mais s'il part, on aura qui pour le remplacer? Mais moi je comme veux tu Rudy disais, Garcia, parce que moi en tant qu'entraîneur français c'est le seul, c'est le seul. C'est le seul que je vois. c'est pas forcément Ouais, de tactique. un- Moi, tactique, moi, j'aimerais qu'on me dise quelqu'un d'autre, mais mais c'est à pas moins que forcément j'y un pense Français pas. qui entraîne une sélection, ça pourrait être Ouais, un bah joueur, ouais, alors là, tu vas. Ouais. ça pourrait être pourquoi pas Guardiola entraînant l'équipe Voilà. de France, Ouais. pas mal. Et je pense que s'il va au Qatar, il y va pas pour le projet sportif. Hein. Ouais, pour l'argent. Mais on l'avait, je pense, compris. Donc les Bleus,
Voilà, ils rencontreront le Portugal, le Danemark, les Pays-Bas aussi, l'Allemagne avant l'Euro. Donc, Et d'ailleurs, on c'est espère quand même qu'ils nous rassureront un petit peu. c'est l'équipe qui a simulé là début juin. Ils ont simulé tout l'euro tout l'euro là sur FIFA PS4 et il en ressort que c'est une finale France Belgique avec donc match nul de partout et une victoire de la Belgique 3-2 au péno. Non, ça c'est triste. Mais Ouais. bon, Et le Danemark, tu dis on les joue quand le Danemark? ce sera en novembre aussi. Ce sera pas loin de l'Allemagne. Ouais, Ce ce sera, sera le même moment parce qu'il y a un petit Danois là qui est d'origine française mais qui a préféré choisir le Danemark, qui joue au Bayern Munich. Enfin, il joue pas au Bayern Munich, il est prêté à Augsbourg, mais il appartient au Bayern Munich et il n'a jamais été appelé chez les espoirs. Donc, et il a choisi le Danemark parce qu'il voulait faire l'Euro en France. Il s'appelle Pierre-Emile Højbjerg. Ouais. Ce sera en octobre, le 11 Ouais, octobre. donc Ce sera 3 j'espère jours qu'on le après. verra, hein, parce que là il était blessé pour le match à Saint-Etienne. J'espère qu'on le verra, le petit Pierre-Emile Højbjerg. Et ce sera 3 jours après avoir rencontré l'Arménie et 1 mois avant l'Allemagne. La France qui aura une série de matchs assez bien, puisque donc on aura le Danemark. Ouais, c'est un bon goût. 1 mois après, on aura l'Allemagne. 4 jours après l'Allemagne, on aura l'Angleterre à Wembley. Et puis après, en mars, ça ce sera en 2016, on aura les Pays-Bas. Donc ce sera de bons matchs pour les Bleus pour essayer de rassurer C'est bien, ce sera essayer de rassurer leurs supporters. Ce sera pas Voilà. la Côte d'Ivoire, Voilà, la donc Jamaïque. pour les news, j'ai une dernière petite news à vous dire, c'est que le numéro de Junior Malanda, qui est décédé à 20 ans le 10 juin 2015, c'était un espoir, jeune espoir belge, il a été formé à Lille, il jouait à Wolfsburg. En son hommage, Wolfsburg a retiré le numéro 19 qu'il portait. Un beau geste de Wolfsburg en hommage à Junior Malanda. Vachement Voilà, bien. c'était la dernière news de l'année, puisque c'était la dernière de l'année. On reviendra certainement fin août, début septembre pour la reprise donc, de Foot One. Alors messieurs, merci d'avoir été à mes côtés. Martin, merci. Niklas, merci. On Merci reviendra à toi, donc Florian. Je tiendrai également. l'année prochaine pour une nouvelle année de Foot One. Bonne soirée à tous et bonnes vacances. Salut. Salut à tous. Ciao. C'est Foot One avec Antoine.